Nous allons voir maintenant la transcendance de pi. Alors, c'est une démonstration qui est encore assez longue, qui est calquée sur celle de la transcendance de E et qui utilise la même méthode, les mêmes outils, sauf qu'on va à un moment donné utiliser des résultats sur les polynômes symétriques. Donc on suppose là aussi que pi est algébrique, donc qu'il annule un polynôme p de degré n. On sait qu'on peut choisir le degré n minimal, qu'il sera supérieur ou égal à 1, que a0 sera différent de 0, et qu'on peut même choisir les accords premiers entre eux, mais ça on s'en fiche un peu. Montrons que alpha égale ipi est algébrique. On considère le polynôme q de x égale p de x, p de moins x. Donc on aura q de alpha égale, alors je remplace x par ipi, ça fait p de moins pi, p de pi, et comme p de pi vaut 0, ça fera 0. P de x, p de x, et quand je remplace ici x par ix, donc ça fait ça, et p de moins x pareil. Et évidemment, comme moins i est le conjugué de i, j'obtiens que p de moins x est le conjugué de p de x. Et donc, p de x est le conjugué de p de moins x. Alors, le conjugué de q de x, ça va être le conjugué de p de i de x, p de moins x. Donc, ça va être p de moins x, p de x. Et donc, ça fait q de x, que je vais noter somme de 0 à 2n des bk x puissance k. Voilà. Donc, ça nous fait somme de 0 à 2n des bk bar moins... Ah oui, ça implique. Alors, puisque q, le conjugué de q de x est égal à q de x, quand je soustrais, ça fait 0. Et donc, quand je soustrais, ça fait quoi? Somme de 0 à 2n des bk bar moins bk x puissance k, à partir du moment où je prends x appartenant à R. Hein, c'est ce que je fais. Est égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Et donc, j'ai ici un polynôme de c de x qui s'annule en une infinité de valeurs, donc il est nul. Donc, ça veut dire que bk bar est toujours égal à bk, quel que soit k. Et donc, q appartient à R de x. Les coefficients sont tous des coefficients réels pour le moment. D'accord? De plus, q de moins x est égal à q de x, quel que soit x appartenant à R. Donc, q est pair. Hein? Voilà. Je pourrais même dire que son plus petit coefficient ici, pour le bk, là, il est obtenu en faisant a0 au carré, et donc il est non nul, hein, de toute façon, puisque a0 était différent de 0. Peu importe. B de k plus 1, donc, puisqu'il est pair, tous les b de k plus 1 sont nuls. Hein, et les b de k, eux, formule de produit des polynômes, ça va être des AI, alors, où est-ce que j'ai obtenu ça? Ouais, des AI... alors c'est p de x, hein, donc ça va être des AIIX à la puissance k, autrement dit ça fera des, ici ça fera des AJI puissance j, AJI puissance j, oui, et multiplié par des A2k moins j, d'accord, il faut obtenir 2k, 2k moins j, i à la puissance 2k moins j. Voilà, c'est ça. Attention, là je m'occupe que des coefficients pairs, hein, puisque les autres sont nuls. Donc je fais varier j entre 0 et k pour que effectivement les coefficients varient ici jusqu'à 2k. Alors, ça me fait somme des... Alors, le i à la puissance de k, i au carré, ça fait moins 1. Donc moins 1 à la puissance k. Et je vais avoir des AJ à 2k moins j, et je vais avoir des i à la puissance moins j. Alors i à la puissance moins 1, c'est 1 sur i. Donc ça revient à faire des 1 sur i puissance j qui annule celui-là. Donc, et donc ça fait exactement ça. Et comme AJ et A2k moins j appartiennent à z, parce que voilà, il était dans z de x, eh bien je vois enfin
Tout ça, c'était pour démontrer que b de k appartient à z, quel que soit le cas. Donc finalement, mon polynôme q, qui est de degré 2n, qui annule alpha égale i pi, qui est dans z de x. Voilà. Et donc, alpha est algébrique. Et nous allons démontrer maintenant qu'on peut trouver u entier naturel non nul, tel que u alpha soit racine d'un polynôme unitaire de z de x. Parce que on n'est pas sûr que ce polynôme q qu'on vient de trouver, alors s'il est unitaire, ben ça y est, c'est fini. Mais il n'est pas forcément unitaire, tout simplement parce qu'au départ, ici, le an ne valait pas forcément 1. Bon, eh bien, on va considérer le polynôme t, qui est égal au polynôme donc le plus fort du polynôme précédent, le coefficient le plus fort, donc b, le coefficient de plus haut degré. Donc b de n à la puissance 2n moins 1, multiplié par q de x sur b de n. D'accord? Ce qui est possible parce que c'est un polynôme de degré 2n, donc b de n est différent de 0. Donc ça nous fait b de n à la puissance 2n moins 1, somme des b de k, parce qu'il n'y a que des termes pairs, x sur b de n à la puissance de k. Donc x puissance de k sur b de n à la puissance de k. Donc je vais isoler le k n. Donc je fais la somme de 0 à n moins 1. Il va me rester le k où k est égal à n. Donc ça fera b de n à la puissance b à la puissance 2n moins 1 multiplié par b de n. Donc ça fera b de n à la puissance 2n divisé par b 2n à la puissance 2n, ça se supprime. Il va rester x à la puissance 2n. Donc il va rester x puissance 2n. D'accord? Et donc là, je vois que j'ai un polynôme. Alors ça appartient à z, ça appartient à z. Hein, les exposants sont positifs. Donc ça, c'est bien un polynôme de z de x, mais qui en plus est unitaire, de degré 2n. Et j'ai bien t de b 2n alpha qui est égal à b 2n à la puissance 2n moins 1 multiplié par q2, et là je remplace b 2n, je remplace x par b 2n alpha, ce qui supprime le b 2n, ça fait q2 alpha égale 0, et donc ça fera 0. Donc j'ai bien obtenu le résultat en prenant u égale b 2n à la puissance 2n moins 1, et ça c'est bien un nombre qui appartient à z, d'accord? Alors après il peut être négatif ce nombre, mais q est pair. Donc t qui est égal à ça est aussi pair. Et donc t de moins u alpha va être égal à t de u alpha. Donc en fait pour u, si u est négatif, ben, on va prendre moins u. D'accord? Là voilà, on remplace u par moins u et on a le résultat. D'accord? On a le résultat. Donc conclusion, bah, t qui va être un polynôme pair hein, de degré 2n, qui appartient à z de x étoile, il n'est pas nul bien sûr, hein. Le 2n d'ailleurs, comme n était supérieur ou égal à 1, le 2n il est supérieur ou égal à 2, c'est un polynôme de degré supérieur ou égal à 2, et on a trouvé u appartient à n étoile, tel que t de u alpha est égal à 0. Alors t de u alpha c'est t de u i pi, hein. Ça veut dire que u alpha est algébrique. Donc voilà, ce polynôme t, désormais, par la suite, on change de lettre, on l'appelle q, hein, et son degré, pour pas traîner 2n, on va l'appeler d, mais on pourra éventuellement se souvenir que c'est pair et que c'est un polynôme pair, mais bon, pas si ça sera très utile, je ne crois pas. Voilà, et alors ce polynôme de degré d, il a des racines dans c de x, d'accord? Il en a d en fait, des racines dans c de x, c'est pour ça que là je me suis trompé. Eh bien, ces racines, en les divisant toutes par u qui est non nul, on va pouvoir les noter uθ1, uθ2, uθ3 jusqu'à uθd. Sauf que, il y a une des racines qu'on connaît, nous, c'est u alpha. Donc on va dire que alpha 1, que uθ1, ben, le θ1 c'est alpha. D'accord? Donc la première racine, celle qui correspond à u alpha, donc je l'appelle uθ1, puis ensuite les autres, uθ2, etc. jusqu'à uθd, des racines qui sont complexes. Suite de la démonstration, on considère le produit pi de 1 à d des 1 plus exponentielle θk, qui est une somme d'exponentielle alpha k,
une somme qui contient 2 puissance des termes, je note grand N égale 2 puissance des termes, parce que là il y a deux termes et puis c'est un produit de défacteurs, hein, où les alpha k vont être des sommes de 0 et de θj. Parce que quand on développe ces parenthèses, dans certaines c'est des parenthèses, donc dans certaines on va considérer 1 qui est un exponentiel 0, puis dans d'autres on va considérer l'exponentiel θk. Donc on va obtenir quoi? Quand on considère que des 1, on obtient un exponentiel 0, donc le alpha k en question ça va être 0. Quand on considère que des 1 dans toutes les parenthèses sauf une, on va obtenir des exponentiels de θ1, θ2 jusqu'à θn, donc les alpha k vont être ça. Et puis quand on prend que des 1 dans toutes les parenthèses, sauf dans deux, où on prend θi et θj, on va obtenir exponentielle de θi plus θj. Donc, et voilà, et au maximum, on aura la somme, quand on prend dans chaque parenthèse un θk, eh bien on obtiendra un alpha qui sera comme ça. Donc le produit de 1 à n, grand N, hein, donc grand N c'est ça. Il y a grand N, en fait il y a grand N alpha k. Voilà. Donc le produit des x moins u alpha k est un polynôme symétrique il est symétrique en u alpha 1 jusqu'à alpha n, donc j'ai mis qu'il était symétrique en alpha 1 alpha n, dont les coefficients sont donc les sigma k de u alpha 1 jusqu'à u alpha n. Donc là, si vous voulez, je peux mettre u ici et u ici. K étant compris entre 1 et grand N. Bon, ces sigma k, donc c'est les polynômes qu'on retrouve, c'est les coefficients du binôme de Newton. Hein. Donc ils sont symétriques, ils sont à coefficient entier, évidemment, et peuvent s'écrire en fonction des uθ1 jusqu'à uθn. Pourquoi? Parce que les alpha k s'écrivent comme des sommes de uθk, de θk, et donc les u alpha k s'écrivent comme des sommes, hein, donc des fonctions, mais ce sont des sommes en fait, hein, s'écrire en fonction des sommes des uθk. Et ils sont symétriques évidemment par rapport à tous ces θk. Donc, d'après le théorème des polynômes symétriques, on peut dire que les sigma k ici en question sont des polynômes à coefficient entier des sigma k de uθ1 jusqu'à uθ2. Bon. Seulement, ces sigma k de uθ1 jusqu'à uθd, ce sont les coefficients au signe près de ce que j'ai appelé le polynôme t de z de x, le polynôme unitaire que j'ai trouvé tout à l'heure de z de x. Et donc, comme il est unitaire, t est égal à pi de 1 à d de x moins uθk, puisque ces racines, je les avais appelées uθk. Donc, quand je développe ça, je trouve exactement ça. Et comme je sais que c'est un polynôme de z de x, hein, voilà, j'en déduis que ça, eh bien, ça appartient à z de x. Hein, puisque, si vous voulez, ça s'écrit avec des sigma k comme ça. Hein, les coefficients de ce truc-là, ce sont ces sigma k. Polynôme à coefficient entier de ces sigma k-là. Et ces sigma k-là, ce sont eux-mêmes des entiers. D'accord? Donc, polynôme à coefficient entier de nombres qui sont des entiers. Donc, j'obtiens bien des coefficients qui sont entiers. Et donc, je peux dire que ce polynôme-là, eh bien, a ses coefficients dans z, donc il appartient à z de x. Alors maintenant, je reprends ce développement ici. Et cette fois-ci, je vais séparer les alphas qui sont nuls de ceux qui ne sont pas nuls. Et je vais mettre tous les exponentiels alpha où alpha est nul ensemble. D'accord? Donc, ça va me donner un terme Q. Et puis à côté, je vais avoir une somme de 1 à n va être plus petit que grand N, bien sûr, des exponentiels d'alpha k avec des alpha k qui sont, eux, non nuls. D'accord? Alors, dans Q, ici, il faut bien voir qu'il y a le développement où je prends 1 dans chaque parenthèse. Donc, il y a au moins un terme. Puis ensuite, il y en a d'autres. Donc, je peux dire que, éventuellement d'autres, que Q est supérieur ou égal à 1, ce qui fait que le petit n ici est inférieur strictement à grand N. Voilà.
Bon, d'autre part, exponentielle θ1, c'est exponentielle ipi, ça fait moins 1. Donc 1 plus θ1, exponentielle θ1 est égal à 0. Donc quand je considère ce produit-là, le premier facteur est nul. Donc ce produit-là est nul. Donc ça va être égal à 0. D'accord? Donc Q plus somme de 1 à n des exponentielles alpha k, je rappelle que les alpha k sont tous non nuls, est égal à 0. Voilà. Enfin, je m'intéresse donc à ce polynôme, enfin que j'avais là, pi de 1 à n de x moins u alpha k. Je peux maintenant le modifier un petit peu en mettant de côté tous les alpha k qui étaient nuls. Ils sont au nombre de q. Et quand ils sont nuls, dans cette parenthèse se réduit à x. Donc je vais obtenir un x puissance q, pi de 1 à n, des x moins u alpha k avec les alpha k qui sont non nuls. Donc c'est bien pi de 1 à petit n. D'accord? Alors je sais que celui-là, il appartient à z de x. C'est un multiple de x puissance q. Quand je divise tous ces termes par x puissance q, et je peux le faire bien sûr, hein, parce que ça signifie que sa valuation est d'ordre q, et bien quand je divise, je vais obtenir évidemment un polynôme de z de x. Donc pi de 1 à n des x moins u alpha k, avec des alpha k là, qui sont tous non nuls, appartient à z de x. Suite de la démonstration, considère p de x égale x puissance p moins 1 pi de 1 à n des ux moins u alpha k à la puissance p. Il appartient à z de x parce que le polynôme pi de 1 à n des ux moins u alpha k, on a vu qu'il appartenait à z de x. Donc à la puissance p, ça appartient à z de x, multiplié par lui, ça appartient à z de x. On choisit p, un nombre premier assez grand, supérieur à n. On verra pourquoi tout à l'heure. Le degré de p, eh bien ça va être, puisqu'il y a un terme à la puissance p, np plus p moins 1, je le note d, c'est pas le même d que tout à l'heure. Et je considère j égale la somme pour k égale 1 à n des ip de alpha k. Alors je rappelle que les ip de t c'est égal à exponentielle t, somme de j égale 0 à d, des p0, des pjm de 0, moins somme de j égale 0 à d, des pjm de t. Donc quand je remplace t par alpha k, j'obtiens ça, et quand je fais la somme des ip de alpha k, j'obtiens ça. Ça, ce terme-là, cette somme, elle ne dépend pas de k. Donc elle va être multipliée par une somme de k égale 1 à n des exponentielles alpha k. D'accord? Et pour le reste, cette somme, j'ai une somme de k, somme de j, je peux inverser. D'accord? Et donc ça fait somme de j, somme de k. Et je remarque que ça, c'est égal à moins q, ce qu'on avait vu que q plus ça faisait 0. Donc ça vaut moins q, donc du coup ça fait moins q, somme des j égale 0 à d des pj de 0, moins somme de j égale 0 à d de ce que je vais appeler uj. Alors ce uj, il est évidemment symétrique en alpha 1 à alpha n jusqu'à alpha n, et en plus, comme c'est un pjm, il appartient à z de x parce que p appartient à z de x. Donc c'est un polynôme à coefficient entier, puisqu'il est symétrique, des sigma k de alpha 1 jusqu'à alpha n, et eux, on a vu qu'ils appartenaient à z. Donc uj appartient à z, et la somme des uj appartient à z. Alors maintenant, il va nous falloir calculer, en fait, c'est pjm de 0 et de alpha k. Alors, pjm de 0, ça vaut 0 si j est inférieur à p-1, parce que 0 est une racine d'ordre p-1. D'accord? Alors maintenant, on peut donc supposer j supérieur ou égal à p-1. On considère que p c'est xp-1 multiplié par un certain polynôme q, et on applique la formule de Leibniz. Alors la formule de Leibniz, mais en remarquant que ce x à la puissance p-1, il vaut 0 si x est supérieur à p-1. Donc en fait, il suffit d'aller de 0 jusqu'à p-1. Alors la dérivée de x à la puissance p-1, la dérivée im, ça fait p-1 factoriel sur p-i-1 factoriel x puissance p-i-1. C'est facile ça, et en plus on l'a déjà fait avec e. Et multiplié par q de j-i. Enfin, la dérivée j-i de q. Voilà. Alors ça, évidemment, ça vaut 0 en x égale 0. Si i est différent de p-1,
Et donc comme moi je m'intéresse au PJM en 0, il va plus rester que le terme en I égale P-1. Alors regardons ce terme en I égale P-1, donc ça fait P-1 parmi J, P-1 factoriel sur factoriel 0, donc ça fait ça, QJ-P plus 1 en 0. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire de ce polynôme-là? Eh bien, ce polynôme-là, en fait, le polynôme Q, c'est un autre polynôme que je peux appeler, par exemple, R. C'est un R à la puissance P. Et donc, quand je le dérive une première fois, ça fait P R'. Alors, c'est un R à la puissance P, mais un R dont on sait, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il appartient à Z de X. Donc, quand je vais le dériver, ça appartient encore à Z de X. R' appartient à Z de X. Donc, ça fera, j'ai dit P R' à la puissance P-1. Donc, d'accord? Donc, ça fait P fois un polynôme de Z de X. Et quand je redérive à nouveau, P fois un polynôme de Z de X, je vais obtenir évidemment P fois un autre polynôme de Z de X, etc. avec les dérivées successives. Donc ça, en fait, non, pas ça, c'est celui-là. Si J moins P plus 1 est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire si J est supérieur ou égal à P, d'accord? Le QJ moins P plus 1, c'est un multiple, c'est P fois un polynôme de Z de X, d'accord? Et ce polynôme de Z de X en 0, ça va donner le terme constant. Le terme constant qui appartiendra à Z, puisque j'ai dit que c'était un polynôme de Z de X. Donc je vais obtenir ce QJ moins P plus 1 en 0, ça va être P fois un nombre relatif. D'accord? Donc ça va être un multiple de P qui viendra se multiplier à P-1 factoriel, et donc ça donnera un multiple de P factoriel, parce que ça c'est un entier. Donc Pj de 0 est un multiple de P factoriel si J est supérieur ou égal à P. Alors maintenant il ne reste plus que J égale P-1. Et bien J égale P-1, évidemment j'obtiens factoriel P-1. J'obtiens factoriel P-1 Q de 0. Alors oui, J égale P-1, donc en plus, ça va faire 1. Donc il ne reste plus que ça, d'accord? Voilà, ça me fait, et alors J égale P-1, ça fait Q de 0. Et bien, donc ça va faire factoriel P-1, et Q de 0, c'est, je remplace ici, ça vaut 0, donc c'est le produit de 1 à n des moins U alpha k à la puissance P. Voilà, pour Q de 0. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Pj de 0, il vaut 0 quand J est inférieur à P-1. Quand J est supérieur ou égal à P, je trouve que c'est un multiple de factoriel P. Et quand J est égal à P-1, je trouve que c'est P-1 factoriel fois ce truc-là. Et on va se débrouiller pour pas que ce soit un multiple de P factoriel. Parce que là, quand ça vaut 0, hein, c'est aussi un multiple de P factoriel. Alors, on avance dans cette longue démonstration, on touche presque au bout. Donc, on a démontré que les dérivées d'ordre J de P en 0 sont des multiples de factoriel P si J est différent de P-1, et que la dérivée d'ordre P-1 en 0 de P est égale à ça. Alors, ce terme-là, on le reconnaît, c'est quand on remplace x égale 0 dans le polynôme T, polynôme qui appartenait à Z de X. Donc en fait, c'était de 0. Et comme le polynôme appartient à Z de X, ça appartient à Z, ça. Et on avait vu que, pour des raisons qu'on avait pris le plus petit polynôme unitaire, etc., on avait vu que le terme en 0 était non nul. Donc ça appartient à Z étoile. Voilà. Donc ça nous dit que finalement, comme il est à la puissance P, ça appartient toujours à Z étoile. Et donc, le résultat, c'est que c'est un multiple de factoriel P-1. Bon, si on choisit un nombre premier P supérieur à la valeur absolue de T0, on va avoir P qui sera premier avec ça. Et puis, comme il est premier avec chacun des facteurs de factoriel P-1, il sera premier avec l'ensemble. Donc, ça veut dire que qu'il ne divisera pas ça.
Donc on a un multiple de P moins 1 factoriel qui n'est pas un multiple de P, et donc pas un multiple de P factoriel. Maintenant on étudie PJ de alpha K en fixant K. Donc on a P est égal à UX moins U alpha K à la puissance P, multiplié par un certain polynôme Q. Et évidemment, la dérivée Jm de P en alpha K est égale à 0 si J est inférieur à P, puisque alpha K est une racine d'ordre P. Si J est supérieur ou égal à P, on utilise la formule de Leibniz, et on remarque que la dérivée de ce polynôme-là est nulle si I est supérieur à P. Donc on se contente des termes qui vont jusqu'à P. On dérive ça, donc ça fait factoriel P sur factoriel P moins I. À chaque fois qu'on dérive, on sort un U, U puissance I, UX moins U alpha K à la puissance P moins I, Q de J moins U. Je vais assez vite, parce que ça a été fait avec... Bon, ça, c'est nul en alpha K si I est inférieur à P. Donc là-dedans, il ne va plus rester que le cas I égale le P, en fait. Et donc P parmi J, P factoriel, U puissance P, QJ moins P, parce que ça va être la puissance 0. Donc, en alpha K, bien sûr. Alors, on sait que PJ de alpha K appartient à Z. En fait, ce qu'on sait surtout, oui, PJ de alpha K appartient à Z. Ce qu'on sait, c'est que UJ, qui est la somme de J égale 0 à D des PJ de alpha K, eh bien, je vais pouvoir mettre U puissance P factoriel P en facteur, ça va être facteur de cette somme. Et comme je sais que UJ appartient à Z, eh bien, ça implique évidemment que ça appartient à Z. Et donc, que UJ est un multiple de factoriel P. D'accord ? Donc, UJ est un multiple de factoriel P, et du coup, de factoriel P, et la somme des UJ pour J égale 0 à D sera aussi un multiple de factoriel P. Alors maintenant, J, je me souviens que c'était égal à ça, et donc ça va faire moins Q. Alors je sépare le terme en P d'ordre P moins unième de 0. Des autres, donc là c'est pour J différent de P moins 1, et puis moins lambda factoriel P. Bon, sauf que ça, c'est aussi un multiple de factoriel P, donc que je mets avec l'autre. Q est un entier. Donc tout ça, ça fait un multiple de factoriel P. Je l'appelle comme ça. D'accord ? Et puis là, je vais avoir moins Q fois ce truc-là. C'est-à-dire P-1 factoriel, T0 à la puissance P. Bon, ben là, pour pas qu'il soit multiple de P, il suffit de décider que P premier est supérieur au plus grand de Q. Q, c'est un nombre positif, il est supérieur ou égal à 1. Et de valeur absolue, T0. Comme ça, il sera premier avec T0, il sera premier avec Q, et comme il est premier avec ça, il sera premier avec tout ça, et donc il ne divisera pas. Donc là, j'ai affaire à un terme, celui-là, qui est multiple de P-1 factoriel. Donc, ça, c'est aussi multiple de P-1 factoriel. Donc J va être multiple de P-1 factoriel. Sauf qu'il ne va pas être multiple de P à cause de ce terme-là, qui n'est pas multiple de P. D'accord ? Donc il ne peut pas être nul, parce que s'il était nul, J, eh bien il serait multiple de P. Donc il n'est pas nul, et sa valeur absolue, quand on additionne des termes qui sont multiples de factoriel P-1, on obtient un multiple de factoriel P-1, qui n'est pas nul. Donc il va être supérieur ou égal, en valeur absolue, à factoriel de P-1 pour P premier supérieur à A. Alors A, c'était le sub de Q et de valeur absolue de T0. Et voilà, on arrive enfin au bout de la démonstration. Donc on a cette expression J qui est égale à la somme de K égale 1 à N des IP de alpha K. Et donc, en valeur absolue inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Et on sait que chacun des IPT est inférieur ou égal à valeur absolue de t exponentielle de valeur absolue de t, p étoile de t.
Et donc, ici, le P étoile de X, on a démontré ça aussi. Hein. Quand on a un produit, là c'était P égale X puissance P-1 multiplié par le produit des UX moins U alpha K à la puissance P, enfin bref. Hein. On a démontré ça, que c'était inférieur donc à X à la puissance P-1, produit de 1 à N des valeurs absolues. On remplace la variable par une valeur absolue. Et donc là, si j'appelle A le plus grand des alpha K, les alpha K qui sont non nuls, hein, donc ça c'est quelque chose qui est différent de 0, hein, qui est supérieur à 0. Ça, je vais pouvoir le majorer par valeur absolue de UA, ça aussi, hein, puisque je remplace X par alpha K. Hein. Donc ça fera 2 UA, ça, à la puissance, il y a n facteur, hein, donc à la puissance NP. Et puis là, devant, alpha K, il est inférieur ou égal à A, donc ça fait valeur absolue de A à la puissance P-1. Et J va être inférieur ou égal à n termes comme ça, donc à n, alors, pas tout à fait, il y a n termes, là, ça je le majore par A, d'accord. Il y a aussi le exponentiel de valeur absolue de A, mais comme A est positif, je peux écrire ça. Et puis enfin, il y a ça. Voilà. Et le A, je peux le mettre là-dedans, ça fait un A à la puissance P en fait. Hein. Et donc je l'intègre ici. Je regarde tout ce qui est à la puissance P, il y a A et il y a 2 UA à la puissance N. D'accord. Et il me reste ces termes-là que j'appelle lambda positif. Ça, je l'appelle C, mais il est donc à la puissance P. Et donc, ça me fait ça. D'accord? Avec deux nombres qui sont strictement positifs. Parce que les A sont positifs aussi. Et les U aussi. Les différentes zéros. Et valeur absolue de J, je l'ai démontré, pour P premier supérieur à grand A, était supérieur ou égal à P-1 factoriel. Donc j'ai ce P-1 factoriel qui est plus petit que J, qui est plus petit que ça, donc j'ai ça. Et en divisant par P-1 factoriel, j'obtiens ça. Je sépare un des C puissance P, donc ça fait ça. Et là, je reconnais le terme de la série de l'exponentielle, hein, somme des x à la puissance n sur factoriel n, et je sais que ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, et ici je prends un nombre premier P supérieur à A que je fais tendre vers plus l'infini. Donc mon C puissance P-1 sur P-1 factoriel, il va tendre vers 0. Et donc j'obtiens que 1 est inférieur ou égal à 0, ce qui est évidemment impossible. Et donc ça veut dire qu'on avait mal supposé au départ que pi n'était pas algébrique. Et donc finalement on vient de démontrer que pi est transcendant.